Bonjour à tous, bonjour à ceux qui étaient là ce matin euh, et bienvenue pour cette deuxième session qui entame l'après-midi. Ça sera suivi ensuite par des ateliers, puis de nouveau une session plénière et puis enfin des ateliers encore. Le programme est dense pour cet événement Connexion CEP auquel nous vous invitons tous. Le programme que vous allez voir maintenant a été enregistré en raison de l'absence d'un des intervenants, mais n'a jamais été diffusé. Le projet parle d'adaptation et de résilience. La période de confinement, toute cette pandémie a été difficile pour tout le monde, et aussi pour les gens qui ont une sclérose en plaques et pour vous. Et du coup, Ariane Sanchez, qui est psychologue au réseau Rhône-Alpes, et le professeur Franck, qui est psychiatre à Lyon, chef de service, ont décidé d'échanger sur ces deux thèmes, l'adaptation et la résilience, pendant la crise. Je vous propose de regarder maintenant cette vidéo et de nous retrouver à la fin pour la suite des événements. Comme c'est écrit dans le chat, peut-être maintenant, posez vos questions, n'hésitez pas tout au long de la séance. Même s'ils ne sont pas là, nous répondrons aux questions dans une FAQ globale que nous ferons pour cette journée mondiale. Je vous remercie encore et bon visionnage. Bonjour à tous, je suis Ariane Sanchez, psychologue clinicienne au réseau Rhône-Alpes Sclérose en plaques et j'ai l'honneur de vous introduire aujourd'hui le professeur Nicolas Franck qui nous fait le plaisir d'intervenir et qui va nous parler du Covid-19 et de la détresse psychologique qu'on a pu ressentir pendant ces 15 mois de crise sanitaire. Donc, le professeur Nicolas Franck est psychiatre notamment au Centre de ressources et de réhabilitation sur Lyon. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à l'occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques. C'est un vrai plaisir de communiquer sur ce sujet qui a fait beaucoup parler de lui et qui a le mérite, comme effet collatéral positif de la crise, d'avoir introduit la dimension de la santé mentale dans le champ sanitaire. Alors qu'auparavant, c'était toujours quelque chose qui était laissé de côté, qui ne faisait finalement pas partie de la santé. Maintenant, j'ai l'impression qu'on peut parler enfin de santé mentale, ce qui est quelque chose d'extrêmement positif. Et ceci a été permis par la crise simplement parce que tout le monde a été touché par cette crise, qui a eu un effet de stress tout à fait majeur. Et donc, ça a permis d'expliciter le continuum de la santé mentale qui va, et vous allez le voir sur les diapositives qui vont suivre, du bien-être au mal-être et jusqu'à une dégradation avec des troubles caractérisés. Alors, simplement pour rappeler un petit peu le contexte de l'année dernière, et puis des 15 mois finalement qui viennent de s'écouler. Nous avons eu un premier confinement qui a été le plus stressant parce que c'est là qu'il y a eu une perte complète de repères, une absence complète de perspectives, mais aussi peut-être le plus réjouissant parce que c'est là qu'il y a eu le plus de créativité, c'est là qu'il y a eu le plus de solidarité, c'est là que les soignants ont été applaudis tous les soirs. On ne l'a pas vu ça pendant les 2 confinements suivants. Donc ce premier confinement, c'était une rupture dans notre vie, c'est un mini-traumatisme. On se souvient tous, pour ceux qui sont assez âgés, de ce qu'on faisait le 11 septembre 2001, quand les tours du World Trade Center se sont écroulés. On se souvient tous de ce qu'on faisait le 16 et le 17 mars 2020, quand d'un seul coup, il a fallu reconstruire complètement notre mode de vie, parce que tous nos repères avaient disparu. Et puis, ce qui a été très compliqué, c'est que nous avons eu un premier confinement pour 2 semaines, puis après 2 semaines de plus, 4 semaines, puis après 4 semaines de plus, 8 semaines. C'était cette incertitude qui se prolongeait, qui a allongé finalement cette période de stress. Et puis après, une période transitoire. Petit à petit, le couvre-feu, les mesures de confinement ont été levées, les déplacements ont été autorisés, les autres mesures ont été levées, et puis tout le monde s'est cru sorti d'affaire. Alors, de la part d'un virus saisonnier, il y avait quand même des doutes que nous serions sortis complètement de l'épidémie, mais néanmoins, tout le monde a voulu que ce soit derrière. Il y avait pratiquement plus de contamination en France pendant l'été 2020. Tout le monde est parti en vacances normalement. Plus personne ne voulait en entendre parler. Je me rappelle même que j'avais parlé à une libraire du centre de la France. J'étais en vacances, c'était vers Bergerac ou quelque part par là. J'avais parlé de mon livre qui devait sortir, que j'avais écrit pendant le premier confinement, donc je vais vous parler après Covid-19 et les détresse psychologiques, qui allait sortir finalement le 28 octobre. Et la libraire me disait, nous, on ne commandera même pas, ça ne nous intéresse pas, plus personne ne va entendre parler de ça, c'est fini, c'est derrière nous.
Bon, la suite nous a montré que c'était faux, nous a détrompés, et mon livre est sorti la veille du deuxième confinement, le 28 octobre. Donc j'ai bien fait de penser que c'était un virus saisonnier et d'essayer un petit peu de donner quelques informations à la population, parce que je pense que ça a quand même un peu servi aux quelques lecteurs qu'il a pu avoir. Donc, le deuxième confinement, ça a été non, c'est du 28 octobre, pardon, il y a une faute sur cette diapositive, au 27 décembre 2020, 29 décembre, plutôt 29 octobre, pardon, exactement. Ensuite, il y a une nouvelle période transitoire de décembre 2020 à avril 2021 qui a été difficile, parce que là, on commençait à se rendre compte qu'on n'était pas complètement sorti. Il y a eu des menaces de reconfinement avec un président de la République qui a différé, et je pense qu'il a bien fait de le faire, pour préserver l'économie, mais aussi pour préserver la santé mentale. Finalement, ce troisième confinement, très aménagé, beaucoup moins strict que le deuxième, et bien sûr que le premier encore, parce que ça s'est allégé de confinement en confinement. Et puis finalement, depuis le 3 mai, ce déconfinement en plusieurs étapes, avec à partir du 19 mai, donc les terrasses, les musées qui étaient ouverts, les magasins qui rouvraient, et donc la vie qui reprenait et l'espoir qui revenait. Donc là, je vais revenir sur le premier confinement. C'est celui qui a été le plus brutal, le plus intense, qui nous a le plus perturbé et qui a été finalement paradigmatique en termes d'étude de l'impact de toute cette séquence sur la santé mentale des Français. Donc à ce moment-là, il y avait à la fois une perte de la liberté de circulation qui était complète, chacun était fermé chez soi, à part les professionnels de santé et les gens qui exerçaient une profession dite essentielle, ce qui était assez blessant pour les autres. Mais en tout cas, eux avaient été autorisés à sortir, mais ils le faisaient vraiment au minimum et chacun était vraiment encalfeutré, avec donc un isolement social imposé à toute la population et un désœuvrement, ce qui n'est pas du tout naturel à l'être humain. Et puis en même temps, tout cela était associé à une peur de la contamination, à une peur de la mort pour soi et pour ses proches, peur des séquelles, peur de la maladie en général, parce qu'à l'époque, nous ne connaissions pas bien les effets de la maladie, nous n'avions pas de connaissance du taux de mortalité qui était connu dans les semaines et les mois qui ont suivi, et nous avions peur d'une hécatombe en France, ce qui a aussi poussé les gens à respecter les mesures de confinement de manière très stricte. Et puis nous avions l'exemple italien, où l'épidémie avait été très sévère, avec 2 ou 3 semaines de décalage pour nous, des morts en grande quantité, des services de réanimation qui devaient trier les personnes qui étaient soignées et celles qui ne l'étaient pas, une population complètement traumatisée. Donc tout ceci combiné a contribué à sidérer la population, à lui faire perdre tous ses repères, à la sidérer, à la mettre dans une période de peur qui l'a figée complètement. Et puis petit à petit, une habituation a vu le jour. Et puis la plupart d'entre nous a fait preuve de résilience, s'est habitué, a construit de belles choses. Il y a eu de belles initiatives pendant ce premier confinement, avec des concerts, chaque musicien devant sa caméra, un orchestre symphonique, chacun à un bout du pays ou à un bout du monde, des DJ qui mettaient à disposition des concerts pour pouvoir danser chacun chez soi, des jeunes qui avaient fait des salles de sport dans leur studio, enfin plein de choses, avec beaucoup de solidarité, beaucoup de partage. C'était finalement d'assez bons moments. Même si tout le monde était très inquiet pour l'économie, même si on ne pouvait pas se projeter dans l'avenir, finalement c'était encore la meilleure période par rapport aux suivantes, où la succession des épreuves a été beaucoup plus difficile pour le moral de la population française. Et malgré tout, dès le premier confinement, les plus fragiles ont pu exprimer des difficultés. Et en tant que professionnel de santé mentale, dès les premiers jours, on s'est dit que ce stress allait avoir un impact sur le moral de la population, sur ses possibilités. Donc le stress aurait un impact sur la santé mentale qui pouvait être plus ou moins fort. Nous l'avons craint et nous avons cherché à le mesurer, d'où l'enquête dont je vais vous parler dans les diapositives qui vont suivre. Mais auparavant, c'est pour vous remettre dans cette ambiance de mi-mars, où toutes les villes du monde étaient désertiques en même temps, avec des animaux qui avaient retrouvé une place qu'ils avaient perdue depuis longtemps, au sein d'espaces complètement urbanisés. Là, on voit un loup devant le Golden Gate Bridge à San Francisco. Et toutes les villes, aussi bien en Inde qu'aux États-Unis, en France ou en Italie, j'en cite quelques-unes ici, étaient complètement vides. C'était, à proprement parler, déréalisant. La déréalisation, c'est une manifestation à laquelle on est bien habitué en psychiatrie, puisque c'est quelque chose qui est très commun dans les psychoses, mais aussi dans les troubles anxieux, dans les attaques de panique. Les personnes sont déréalisées, ça c'est quelque chose qui est complètement courant, mais ce n'est pas quelque chose qui arrive à toute la population, c'est quelque chose qu'on nous raconte d'habitude, on n'est pas nous-mêmes déréalisés, on l'entend. Ben là, on l'a tous été. Et donc ça, c'est quelque chose qui a contribué à nous sensibiliser à ce que vivaient finalement les personnes dont on s'occupe en tant que professionnel de santé mentale, qu'on soit psychologue, psychiatre, infirmier ou ergothérapeute. Et puis, par rapport à l'inquiétude que ça pouvait susciter pour nous, professionnels de santé mentale, il y avait toutes ces études qui étaient déjà parues dès le début de l'épidémie, en particulier cette revue de littérature parue dans le Lancet, c'était à peu près vers le mois de mars, avant que l'épidémie arrive en France, juste au tout début, qui faisait état de certains travaux qui avaient été conduits sur des populations qui avaient été confinées par rapport à d'autres épidémies auparavant, l'épidémie de SRAS ou quelques autres, et qui montraient que ça avait généré pour la population des stress aigus, des manifestations anxieuses, des manifestations dépressives, des stress post-traumatiques, et puis que ça avait aggravé les addictions.
Et puis, il y avait également des données chinoises qui avaient été mesurées pendant la même épidémie, dès le mois de février et mars à peu près. Ça s'est paru mars ou avril, je crois, au début de notre confinement à nous, qui montraient que les taux de dépression et d'anxiété avaient été multipliés en Chine dans la population confinée dans le secteur de Wuhan. Et donc, eh bien, fort de tout ça, avec l'impression que les choses allaient être difficiles pour la population française, avec quelques collègues, le docteur Frédéric Asbart, qui est maître de conférence dans mon pôle, que j'ai interpellé, Élodie Zand, qui à l'époque était interne en psychiatrie, qui est depuis à Rouen, et qui est depuis devenue assistante dans le pôle à Lyon. Donc, je les ai interpellés pour construire une enquête, pour essayer de mesurer l'impact, non pas sur la population en tant que facteur d'aggravation ou d'apparition de troubles psychiatriques. Moi, je voulais plutôt prendre les choses positivement. En tant que psychiatre qui travaille d'habitude sur le rétablissement, c'était plutôt voir comment la population allait pouvoir résister à l'épreuve. Donc l'idée, c'était de croiser une mesure de santé mentale. C'était en fait une échelle de bien-être mental, donc c'est de la santé mentale vue positivement, avec des facteurs occupationnels, des facteurs de consommation, des facteurs sociodémographiques, pour voir qui serait le plus impacté, qui serait protégé. Et l'idée, c'était vraiment quelque chose de très axé sur la santé mentale et non pas sur les troubles de santé mentale. Et je pense que c'était une bonne option, parce que le fait de parler de santé mentale a touché toute la population. Si on avait parlé juste des troubles, on aurait été comme d'habitude dans quelque chose qui doit rester tabou, dont on ne veut pas entendre parler, qui ne nous concerne pas. Donc je suis finalement assez content a posteriori d'avoir fait ce choix-là. Et d'ailleurs, ça a eu beaucoup de succès, puisqu'on a eu énormément de réponses, comme vous allez le voir sur les diapositives qui suivent. Donc nous avons conçu l'enquête dès la première semaine de confinement, nous l'avons mise en ligne pendant la deuxième semaine de confinement, nous l'avons laissée en ligne pendant toute la durée du premier confinement, de la deuxième à la huitième semaine, et nous l'avons réactivée pendant toute la durée du deuxième confinement. Les personnes impliquées, leur nom est indiqué ici, nous avons diffusé ça par les réseaux sociaux, enfin l'information qui concerne cette enquête, par la presse nationale, par la presse régionale. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille et des gens m'ont parlé de cette enquête que je ne connaissais pas du tout. C'est passé par des voies qu'on n'imagine même pas, mais ça n'est pas grave. Il y a eu énormément de... je n'ai pas mis la diapositive, mais je vais vous le dire. Nous avons eu 5000 réponses en 12 heures, 10 000 en 24 heures, 20 000 en une semaine et environ 30 000 sur les 7 semaines de l'enquête. Évidemment, au fur et à mesure, les gens étaient moins intéressés, avaient moins envie de s'exprimer sur ce qui les révoltait ou les interrogeait au début, mais néanmoins, on a eu un bel enthousiasme. Alors là-dessus, il a fallu enlever les plus jeunes, parce que pour des questions d'homogénéité, nous avons pris que des gens qui étaient assez mûrs, donc nous avons pris les gens à partir de 16 ans, donc ça allait de 16 ans à 100 ans. Nous avons enlevé les gens qui n'étaient pas en France, parce que le contexte politique et le contexte finalement de confinement n'étaient pas le même d'un pays à l'autre, il y avait des décalages. En fait, toute la francophonie a répondu, c'est passé par les réseaux sociaux, on a eu des réponses de Suisse, de Belgique, d'Afrique du Nord, du Québec, bien entendu, du Moyen-Orient, etc., etc. Et nous n'avons gardé que les personnes qui étaient confinées en France. Donc confinés en France, plus de 16 ans, et qui étaient allés jusqu'au bout de l'enquête. C'était une enquête qu'on avait voulu courte, ça durait un quart d'heure à 20 minutes, grand maximum en allant lentement. Mais déjà, dans une enquête aussi courte que ça, on perd un tiers des gens. Il y a 8000 personnes, par exemple, pendant la première semaine de confinement, enfin la deuxième semaine de confinement, la première semaine de l'enquête, qui n'avaient pas répondu jusqu'au bout. Les données, c'est à la poubelle. Donc on en a gardé 11 400 pour cette partie-là, pour ce premier confinement-là, que je vous montre là. Donc je vous montre que là, deuxième semaine de confinement pour l'instant. Après, je vous montrerai des résultats pendant toute la durée du premier confinement et après des résultats qui comparent premier et deuxième confinement. Vous voyez, les gens qui ont répondu avaient plutôt entre 30 et 54 ans, mais je vous ai dit, ça allait de 16 ans, enfin même de 11 ans, mais on ne les a pas gardés. En tout cas, pour ceux qu'on a gardés, de 16 ans à 100 ans. La plupart des gens étaient mariés ou en couple, 2 tiers, un tiers était seul. La moitié environ avait des enfants, l'autre moitié n'avait pas d'enfants, mais tous ceux qui avaient des enfants ne vivaient pas avec eux, ça on le verra un petit peu après. Il y avait une prédominance, un biais en faveur des cadres et professions intellectuelles supérieures et des professionnels de santé qui ont plus répondu, probablement parce qu'on avait plus de contact avec eux et que par les réseaux sociaux, c'est peut-être plus passé envers eux. Mais vous voyez qu'on a un panel quand même assez large. Et par exemple, pour les étudiants, 10,38% de notre échantillon, ça fait quand même, rien que pour la deuxième semaine de confinement, 1184 étudiants. Donc c'est quelque chose qui a un intérêt et qui permet d'avoir des résultats qui sont exploitables. Ce n'est pas le cas pour les agriculteurs, on en a 20, on ne va pas en tirer grand-chose. Voilà les occupations des Français pendant la deuxième semaine de confinement. Vous voyez qu'il y en avait quand même 47% qui se consacraient au travail ou aux études. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillaient à ce moment-là ou qu'ils étudiaient, ils s'y consacraient. Peut-être qu'ils étaient en chômage partiel, en chômage complet, qu'ils préparaient des réunions à l'avenir, en tout cas, ils s'y consacraient. Pour 47%, plus de 4 heures par jour, et 81% s'y consacraient au moins un petit peu. Donc, quand même, la plupart des gens étaient, pour ceux qui ont répondu à cette étude, impliqués dans
dans un cursus académique ou dans un cursus professionnel. 98% pouvaient discuter avec ses proches, 14%, un peu moins d'une personne sur 6, le faisait plus de 4 heures par jour. On peut s'inquiéter pour les 1,66% qui n'avaient pas du tout de possibilité de discuter avec les proches. C'est plutôt ça que ça m'inspire. 36%, donc un peu plus d'un tiers de la population vivait avec un enfant, mais seulement un peu moins d'un sur 5 s'en occupait plus de 4 heures par jour. Probablement, les autres avaient de grands enfants, donc il fallait s'occuper moins que ça. On a beaucoup parlé des gens qui avaient investi les tâches de ménage, de bricolage, de cuisine pendant le confinement, mais vous voyez que ça ne se manifestait pas dès la deuxième semaine de confinement. Là, plus de 4 heures par jour, vous voyez, c'était entre 1 et 4 et quelques pourcents. La frénésie et les pénuries de farine, ça a été plutôt à la fin du premier mois ou dans le deuxième mois de confinement. Là, c'est trop tôt, c'est avant. 84% des Français lisaient, mais seulement 5% lisaient plus de 4 heures par jour. D'autres qui travaillaient, donc ils faisaient autre chose, ça c'est normal. 98,63% des répondants avaient accès à Internet. On peut quand même s'inquiéter pour ceux que toutes les informations passaient par là, pour ceux qui n'avaient pas accès du tout. Et une personne sur 5 environ y passait plus de 4 heures par jour. Alors à la fois pour communiquer, pour les échanges sociaux, mais aussi pour le travail, puisque c'était le seul moyen, enfin l'un des principaux moyens d'échanger avec autrui à ce moment-là. Et vous voyez qu'il y avait quand même une personne sur 20 qui passait plus de 4 heures par jour à faire des SMS, et 93% qui avaient recours aux SMS. Et je vous laisse découvrir le reste. Vous voyez, le sport, la pratique du sport était très faible pour plus de 4 heures par jour. Et en tout cas, à peu près un tiers des Français, un peu moins d'un tiers des Français, ne faisaient pas de sport du tout. Ce qui est plutôt ennuyeux. Il y a eu beaucoup de pertes musculaires, des gens qui n'ont pas récupéré depuis, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des personnes handicapées ou âgées qui ne sont pas sorties depuis février 2020 et qui ont tout perdu en termes de contacts sociaux et d'inclusion dans la cité. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Les jeux vidéo, une personne sur 3 s'y adonnait, mais seulement 3,75% y passaient plus de 4 heures par jour. L'évolution des consommations, pour commencer à regarder un petit peu les résultats. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'augmentation de consommation. Quand on est désœuvré, on consomme des substances, simplement du café ou des toxiques, ou on consomme des écrans. Vous voyez, la consommation d'écrans, elle a augmenté chez plus de 2 tiers de la population. C'est normal. Les gens se sont mis à échanger beaucoup, à faire des réunions Zoom avec la famille, des apéros Zoom, apéros web, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Le travail, toutes les réunions étaient là-dessus. Le seul travail qui était possible, c'était le télétravail. Tous les échanges étaient par les écrans. Mais ce qui est inquiétant, ce n'est pas ça, c'est la perte de contrôle. Là, vous avez l'augmentation de la consommation, c'est tout ce qui est en rose. Il y a beaucoup d'augmentation de consommation, de tabac, d'alcool, de cannabis, d'aliments caloriques. Alors, ça veut dire se démuscler parce qu'on ne fait pas de sport et on s'alimente mal, en plus on prend du poids. Donc effectivement, l'hygiène de vie, elle était très mauvaise à ce moment-là. Mais le pire, c'est la perte de contrôle des écrans. Une personne sur 5, un Français sur 6. Si on extrapole à toute la France, ça fait 10 millions de Français qui avaient une manifestation d'addiction aux écrans à ce moment-là. Donc posez-vous la question, est-ce que j'ai du mal maintenant à contrôler finalement ma consommation, le fait d'aller voir mes emails nuit et jour, d'aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur les jeux en ligne, en particulier les jeux où on est susceptible de gagner de l'argent. Posez-vous cette question-là, ça voudrait dire que ça pourrait être une séquelle si vous ne l'aviez pas avant ce premier confinement. Après, on peut regarder un petit peu ce qui permettait de maintenir le bien-être. Alors déjà, premier résultat, le bien-être mental s'est dégradé en moyenne chez tous les Français. L'échelle que nous avons utilisée, c'est une échelle que j'avais traduite en 2008, c'est une échelle écossaise qui a été utilisée dans plein de pays, traduite en plein de langues, et que nous avions utilisée dans la population générale, chez les personnes avec des troubles mentaux sévères ou d'autres personnes, différentes catégories de population. Donc nous la connaissons bien et nous savons qu'en moyenne, hors d'une catastrophe naturelle, les Français ont 53. Population générale 53, les étudiants c'est 53. Là, vous allez voir que tout est abaissé. En moyenne, la population avait un peu plus de 49. Ça fait une perte de 4 points de bien-être sur une échelle qui est quand même assez sensible. Donc, dès la deuxième semaine de confinement, une altération du bien-être mental. Et vous allez voir qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait prédire dès la deuxième semaine de confinement. On va voir dans les diapositives suivantes. Ensuite, il y avait des facteurs qui protégeaient. Vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus on était jeune, pire c'était. Le fait d'aller vers la maturité, le fait d'avoir un confort de vie, le fait d'avoir construit sa vie finalement, d'avoir une certaine sécurité, d'être entouré par ses enfants et ses petits-enfants, même si c'était virtuel pour ne pas se contaminer à l'époque, rassurait les personnes les plus âgées. Plus elles étaient âgées, plus c'était construit, plus elles étaient rassurées. Et ça prouve aussi que les personnes de 75 ans et plus, qui étaient les plus victimes du virus, ça on le savait déjà, se sentaient rassurées par les mesures qui avaient été prises. Et vous voyez que les plus touchés, c'était les jeunes entre 16 et 29 ans. Et ça a été observé dans d'autres pays. J'ai communiqué à Montréal un petit peu plus tard. Et on a comparé des résultats en fonction des tranches d'âge avec des Québécois. Et c'était exactement la même chose. La pire tranche d'âge, c'était les grands adolescents
et les jeunes adultes. Ensuite, en fonction de la catégorie professionnelle, vous voyez, le fait d'être une profession de santé, un travailleur social, profession intellectuelle supérieure, un artisan, un commerçant, les gens qui se sentaient finalement utiles, on parlait de professions effectivement indispensables, ces gens-là n'avaient pas beaucoup, une petite diminution du bien-être mental, contrairement aux étudiants qui avaient une forte diminution du bien-être mental. Vous voyez, c'était passé de 53 à 46. C'est une très très forte baisse. Et ça, dès la deuxième semaine de confinement, et vous allez voir que ça n'a pas cessé de s'aggraver au fil du confinement et au fil des épreuves qui se sont succédées. Et finalement, les étudiants ont commencé à se plaindre, à se fédérer et obtenir des mesures pour réouvrir les universités seulement en fin janvier 2021, pratiquement un an plus tard. Mais dès le premier confinement, la première semaine, enfin la deuxième semaine, on savait déjà que les étudiants faisaient partie des populations les plus touchées. On l'avait dit, on l'avait écrit. Vous voyez, c'est très sensible, c'est intéressant ce type d'études parce qu'on peut voir exactement ce qui se passe pour les différentes catégories de population. Évidemment, mieux on était logé, meilleur était le bien-être. C'est plus difficile d'être confiné dans une petite chambre de 10 mètres carrés à Paris, au 5e étage sans ascenseur, que d'être dans une grande maison en pleine campagne avec accès à son jardin. Ça paraît évident. L'accès à l'extérieur était un facteur protecteur également. Là, je vous montre qu'une petite partie des résultats. L'essentiel des résultats est dans le livre Covid-19 et les stress psychologiques. Il y a également des travaux scientifiques qui ont été publiés dans des revues internationales dont je vous donnerai les références tout à l'heure. Un autre résultat, l'évolution du bien-être mental au fil du premier confinement. Le début, c'est le violet clair, et plus on va vers le vert clair, plus on avance au fil des semaines du confinement. Vous avez l'échelle à droite, enfin, vous avez l'explication à droite, et vous avez les résultats au milieu de l'écran, et vous voyez que petit à petit, le score se décale vers la gauche, le score de bien-être mental diminue, et l'hétérogénéité augmente. En fait, la courbe s'étale parce qu'il y a des gens qui s'en sortent bien, on l'a dit tout à l'heure, qui s'adaptent, et puis il y a des gens qui ne supportent pas bien, qui ne s'adaptent pas, et qui vont rentrer dans les difficultés. L'altération du bien-être mental, ce n'est pas un trouble en soi. C'est simplement le fait qu'on se sent moins bien, et les personnes les plus fragiles elles vont pouvoir plus facilement entrer dans des troubles dépressifs, troubles anxieux, stress post-traumatique, etc., etc. Tous les troubles que les gens avaient déjà vont s'aggraver, où les dimensions où les gens avaient une vulnérabilité vont pouvoir se révéler. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, plus la mesure est longue, pire c'est pour la population. Ça, c'est quelque chose qui est également important. Voilà, je vous parlais du livre, vous l'avez ici, et les deux publications qui ont été écrites dès le mois d'avril 2020, qui ont été soumises dans des revues internationales et publiées à la fin du printemps, au début de l'été, vous les avez là. Une sur les facteurs protecteurs, publiée dans Health and Place, une sur les consommations pendant le premier confinement, publiée dans le Journal of Medical and Internet Research. Donc tout ceci nous a conduit à réfléchir à des mesures qui permettent de se protéger. Donc ça, on l'a fait très rapidement. Et en particulier, l'écriture du livre que j'ai faite en parallèle. En fait, pour moi, c'était une tâche de premier confinement pour essayer d'être un petit peu en harmonie avec la population. Parce que je n'étais confiné que le week-end, je n'étais pas confiné en semaine puisque j'étais à l'hôpital. Mais je voyais un monde complètement bouleversé, j'étais moi-même un petit peu sidéré. Je ne pouvais pas continuer à faire, à part mon travail de médecin, mais mon travail académique, toute la recherche sur la réhabilitation psychosociale, le rétablissement, les maladies chroniques, comment s'en sortir, ça je ne pouvais pas le faire. J'avais besoin de travailler en lien avec ce qui se passait, avec un événement qui était unique dans ma vie et dans la vie de toutes les personnes qui partageaient cette épreuve. Donc je me suis dit, en parallèle de monter l'enquête, très rapidement, que j'allais réfléchir, prendre un peu de distance, mettre ça en perspective avec d'autres situations d'isolement social, d'enfermement, et puis aussi pouvoir expliciter un petit peu plus largement les résultats de l'enquête quand on les aurait. Donc j'ai commencé à écrire le livre en parallèle dès le début du premier confinement, et je l'ai fini le 10 mai ou le 11 mai, juste la veille du premier déconfinement. Donc pour moi, c'est une trace du premier confinement, mais c'est un petit peu le raconter, c'était pour laisser un souvenir, et puis aussi pour donner des perspectives, pour aider les gens finalement à y faire face. Parce que je me disais qu'il y en aurait probablement d'autres avec un virus saisonnier, je ne pensais pas qu'on allait s'en sortir comme ça, et que tout allait bien se terminer. Finalement, la suite m'a donné raison. Donc je me suis mis à l'écriture du livre, et dans le livre, vous aurez un chapitre sur comment font les astronautes pour supporter dans une station spatiale internationale comme Thomas Pesquet en ce moment pendant 6 mois. Comment font les sous-mariniers qui font 6 mois d'un sous-marin nucléaire, comment font les spéléologues, etc., etc. J'ai aussi mis en perspective ça avec différentes épidémies de notre histoire, et puis j'ai essayé d'ouvrir les choses sur ce qui permet de se protéger, ce qui permet de se projeter, ce qui permet de s'en sortir face à une catastrophe naturelle aussi intense. Donc voilà quelques propositions très concrètes, et on peut en discuter après. Alors, ce qui ressort de manière générale, c'est que plus on laisse ces journées et ces nuits se déstructurer, pire ça va être pour sa santé mentale, ça c'est certain. En fait, il faut garder un rythme social. Rythme social, ça veut dire garder un lever
à une heure fixe, parce qu'on peut s'imposer de se lever, on ne peut pas s'imposer de se coucher. Si on commence à se lever de plus en plus tard, on va être en décalage de phase, et les quelques contacts sociaux qu'on pourrait avoir par les écrans, on va les perdre. Ça veut dire donc planifier ses activités, le travail, les loisirs, prévoir des temps de pause de toute façon, conserver une activité physique dans les temps de pause, parce que l'activité physique est indispensable à la santé mentale. Donc ça veut dire que l'heure de sortie, quand c'est aussi limité que ça, pour les 2 premiers confinements, il faut la prendre. On ne prend pas l'ascenseur, on va courir, on va faire du vélo, enfin on fait ce qui est autorisé. On essaye de préserver son sommeil, parce que le sommeil, c'est un facteur de santé mentale absolument essentiel, mais c'est aussi un marqueur, quand le sommeil s'altère, que la santé mentale ne va pas bien. Ça se tient, c'est corrélé. Il faut soigner son alimentation, ça veut dire manger que des chips et des barres chocolatées, c'est pas bon, c'est ce que faisaient certains. Comme il n'y avait plus de contraintes sociales, qu'il y a des gens qui étaient confinés seuls, ils se mettaient à s'alimenter quand ils avaient faim. Finalement, ils ont pris du poids, ils ont perdu leurs muscles, et ça a été difficile pour eux à tout point de vue, et ça a altéré la santé mentale. Et puis, il faut se fixer des objectifs pour s'emparer activement de la période. Moi, je vous disais, je me suis mis à écrire ce livre, d'autres se sont mis à la musique, à la cuisine, se sont mis à faire de la sculpture, de la peinture, se sont mis à fond dans le travail, enfin, chacun fait ce qui lui convient, sans se mettre de pression. Mais je pense que trouver un objectif par rapport à la période, ça permet d'y faire face, et puis surtout, il faut y faire face de manière solidaire. Les contacts sociaux, je ne l'ai pas dit dans les diapositives précédentes, c'est un facteur protecteur majeur. Plus les gens échangeaient, soit par SMS, soit évidemment en direct pour ceux qui étaient confinés à plusieurs, soit par téléphone, soit par les écrans, meilleur était leur bien-être. C'est le principal facteur protecteur. Donc c'est sur ce déterminant-là qu'il faut agir, c'est bien évident. Il faut inciter les gens à la solidarité, parce que c'est efficace pour préserver le bien-être mental. Donc concrètement, ça veut dire conserver son heure de réveil habituelle, se préparer comme si on allait travailler, si on a un travail. Avoir un petit peu des loisirs, faire des vraies pauses, faire un vrai repas. Si on n'a pas le temps, parce qu'on a une petite pause à midi, qu'on est en télétravail, on peut préparer la veille au soir. Ça c'est surtout posé pour le 2e et le 3e confinement. Mais dès le 1er confinement, il y a quelques personnes qui se sont posées ces questions-là. Conserver l'heure de lever et de coucher habituelle. Limiter le temps passé sur les écrans, surtout quand on veut dormir le soir. Ça veut dire un temps pour les écrans pour le travail, qui est consacré au travail, là on travaille vraiment. Un temps sur les écrans pour les échanges sociaux, mais pas se laisser aller, flâner et s'engluer finalement dans des réseaux sociaux qui ne sont pas vraiment protecteurs, parce que ça on l'a montré dans l'enquête. Ce qui était protecteur comme contacts sociaux, c'était les vrais contacts sociaux. Si vous échangez sur Messenger, vous parlez à quelqu'un avec la vidéo, ou sur l'iSize, ou sur Google Meet, ou sur ce que vous voulez, ça c'est très bien, c'est protecteur. Mais si vous êtes sur un réseau social quelconque, simplement à regarder comme ça des petits textes qui n'ont pas de sens, ou en particulier des nombres de morts, des nombres de contaminés ou des nombres de personnes en réanimation, ça c'est très délétère au contraire. Donc attention à ça, il faut s'en protéger. Donc ça, il y a toute une éducation à la santé qui est à faire de ce côté-là. Et le principal, c'est garder un lien social avec sa famille, ses amis, ses collègues. Donc, et puis c'est aussi finalement renoncer à lutter contre ce qui ne relève pas de ce qu'on ne peut pas contrôler, de ce qui ne relève pas de nos choix. Là, le confinement, on ne le décide pas, ça ne sert à rien de ruminer contre ça. Il vaut mieux essayer de prendre de la distance et de construire un quotidien qui soit le plus en adéquation avec ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Donc ça, c'est aussi des conseils qui sont potentiellement utiles, mais ça mérite d'y réfléchir chacun avec la manière qu'on a de réagir par rapport à la frustration, par rapport aux contraintes. Donc la solidarité, j'en ai parlé, c'est très important. Le fait de se projeter, de donner des perspectives, ça c'est valable pour soi, c'est valable aussi pour les décideurs politiques. Et quand le président de la République a dit, voilà, il y aura un calendrier avec 4 étapes qui sont respectées, finalement des sites de contamination qui vont avec ce qui a été prévu, ça c'est bien. Parce que ça permet aux gens de supporter plus facilement un 3e confinement qui a été pire que le 1er, pire que le 2e. Et je me rends compte que je n'ai pas montré la diapositive sur le 2e confinement. Et je suis désolé, je vous en parle maintenant, ça n'est pas grave. Vous avez vu, pendant le 1er confinement, bien-être mental moyen des Français, 49, les étudiants, 46. Le 2e confinement, au mois de novembre, 46 pour la population générale, 42 pour les étudiants. Alors que les contraintes étaient beaucoup moins strictes que pendant le 1er. Donc c'est la succession d'épreuves qui est délétère pour la santé mentale, plus que l'intensité des contraintes. Et puis peut-être la saison, parce qu'il y a une saisonnalité des dépressions. Quand on est confiné dans le noir, à l'automne avec la pluie, avec le froid, c'est plus difficile que d'être confiné comme au printemps 2020, où vous êtes très beau, où on pouvait quand même aller un petit peu dehors, regarder par la fenêtre, où on avait quelque chose qui était globalement positif. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le confinement, ses contraintes, le fait d'être désocialisé, le fait d'être désœuvré, ça n'est pas naturel à l'être humain. L'être humain, il a besoin d'explorer, il a besoin d'avoir des contacts sociaux, d'échanger, de construire à plusieurs. Là, il se retrouve sur les terrasses depuis le 19. Ça, c'est très positif. Donc le confinement qui enlève tout ça, ça altère le bien-être mental. Et aussi, ça modifie les consommations. Donc il faut être attentif à ses propres consommations, aux consommations de ses proches. Parce que les conseils sur la santé mentale, la solidarité, c'est aussi alerter quelqu'un qui ne va pas très bien pour qu'il puisse se faire aider s'il en a besoin.
Ça peut suffire de donner des conseils, l'entraide entre citoyens peut suffire, mais parfois il faut aussi avoir affaire à un professionnel. Et donc, pour faire face à des épreuves comme ça, que ce soit un confinement ou une épreuve où il y a simplement différentes restrictions, enfin une période où il y a simplement différentes restrictions, comme on en a vécu plein et on en vivra peut-être, mais il faut aussi organiser son activité pour faire face plus positivement. Et puis donc, oser appeler à l'aide s'il y en a besoin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis disponible, Madame Sanchez, pour quelques questions, si vous en avez. Bien sûr. Merci pour cet éclairage et de nous faire un peu le fil de ce qu'on a vécu pendant ces 15 mois. C'est très éclairant. Je vais essayer de me faire du coup la porte-parole des patients atteints de sclérose en plaques que j'accompagne au quotidien pour vous faire remonter les questions qui me sont remontées à moi dans un premier temps. On peut peut-être couper les diapositives. Profitons-en. Merci. Super. Oui, c'est vrai que c'est mieux en plus grand écran. On se voit mieux là. Donc voilà, je vais essayer de me faire un peu la porte-parole des retours d'expérience que j'ai eus. J'ai eu beaucoup de retours d'expérience m'indiquant que les patients atteints de sclérose en plaques sont généralement très fatigables. Ils sont habitués à gérer un certain nombre de frustrations, de limitations physiques. Beaucoup de patients m'ont fait le retour que finalement, les confinements successifs leur avaient permis de se rendre compte qu'ils étaient beaucoup plus capables de s'adapter que leurs proches. Que finalement, l'adaptation à la maladie leur avait permis d'obtenir des compétences qu'ils arrivaient à utiliser pendant ces confinements successifs. Par contre, beaucoup se questionnent par rapport au déconfinement et la majorité des difficultés sont liées plutôt chez les patients atteints de sclérose en plaques à des phases de déconfinement, à finalement comment sortir de ce rythme qui était peut-être plus confortable parce que peut-être l'impression finalement de vivre à un rythme qui correspondait mieux au rythme intérieur qu'ils ont avec le problème de santé. Est-ce que vous auriez quelques conseils sur la manière de faciliter les phases de déconfinement, de reprendre le quotidien, reprendre les activités à l'extérieur? Oui, d'abord, merci pour ce que vous avez rapporté là. C'est une belle constatation. C'est le fait qu'avoir vécu déjà des épreuves, ça permet d'être plus résilient, ça entraîne la résilience et ça permet d'être plus adaptable finalement par rapport à des contraintes extrêmement sévères auxquelles le reste de la population n'était pas habitué. Après, effectivement, oui, quand on retrouve plus de sollicitations, qu'il y a toute la question des déplacements, la question de la pression qui revient, je comprends que ce soit plus difficile. Et effectivement, je pense que comme tout le monde, les personnes avec sclérose en plaques se sont un petit peu repliées sur un quotidien qui appauvrit, qui est plus rassurant, qui est plus dans un cocon. Et après, c'est un petit peu se retrouver dans la jungle. Hein, on voit les plantes derrière moi là. Et donc ça veut dire que probablement la progressivité est quelque chose qui est nécessaire, hein, comme conseil, c'est d'y aller progressivement, c'est de garder un petit peu de ce qu'on a vécu pendant le confinement, si on le peut. Peut-être que finalement, ça a donné certaines pistes par rapport à une adaptation du quotidien, par rapport aux limites de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Peut-être qu'il faut accepter ça. Alors, je parle en général, hein, après chacun s'en saisit comme il le veut, mais peut-être qu'il y a des choses à prendre sur le quotidien qui convient le mieux par rapport à ce quotidien confiné. Après, il y a des impondérables, hein, je comprends bien, si c'est quelqu'un qui travaille, qui doit refaire des transports et qui est très fatigué. Là, peut-être l'adaptation, enfin les leçons qu'on va tirer de la crise avec l'adaptation du travail et le télétravail qui va prendre plus de place, ce sera un élément qui pourra soulager les personnes qui travaillent, qui sont fatiguées par rapport à des trajets et à un mode de travail plus éprouvant que le télétravail, avec quelque chose à construire sur mesure. Moi, je suis toujours pour le sur mesure, je suis intervenu plusieurs fois pour des grosses entreprises. Si on peut vraiment être par rapport à construire le programme de la semaine par rapport aux capacités des personnes, par rapport à ce qu'elles souhaitent faire et à ce qui finalement va les rendre plus efficaces, tout le monde va s'y retrouver. À la fois la personne qui se sentira mieux, puis à la fois l'entreprise, puisqu'il y aura plus de productivité. Donc moi, j'incite à la souplesse. Après, chaque entreprise fait un peu comme elle le peut, mais peut-être qu'on aura des adaptations de ce type-là. Et puis après, il y a toute la question des transports en commun, qui seront peut-être moins surchargés s'il y a plus de télétravail. Encore qu'aujourd'hui, là, moi, j'ai trouvé que les rues et les métros étaient très chargés là, en revenant. Donc, on verra. Merci beaucoup. Une autre question qui me vient à l'esprit par rapport aux phases de confinement, déconfinement, c'est la gestion par les personnes atteintes de sclérose en plaques du risque de contamination. La sclérose en plaques est une maladie qui met en jeu l'immunité. Les traitements de fond qui sont pris peuvent aussi modifier l'immunité. On apprend au fur et à mesure, les études scientifiques permettent d'évaluer le risque pour une personne atteinte de sclérose en plaques d'attraper le Covid. Donc, pendant ces 15 mois, il y a eu une grosse période de flou. Les choses s'éclaircissent un petit peu maintenant, mais il y avait ce questionnement de qu'est-ce qui va m'arriver à moi si j'attrape cette maladie. Et puis finalement, au sein d'une famille, au sein d'une même habitation, tout le monde n'avait pas la même crainte de contamination
consommation, tout le monde n'avait pas les mêmes besoins, les mêmes priorités, les mêmes envies. Ça a été difficile, je pense, pour beaucoup de personnes atteintes de sclérose en plaques de trouver un compromis finalement avec la famille, le conjoint, les adolescents, et de trouver une manière de vivre qui permette à chacun d'avoir ses besoins et en même temps de limiter un certain risque de contamination. Bien sûr, et puis ce que vous dites là, c'était particulièrement vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant le premier confinement, parce qu'on ne connaissait pas le taux de mortalité, on ne connaissait pas le taux de forme sévère, avec des détresses respiratoires. On avait l'impression que si on attrapait le coronavirus, on avait toutes les chances de terminer en réanimation. On a vu après qu'il y avait des formes asymptomatiques, beaucoup de formes paucisymptomatiques, et qu'heureusement, les formes très sévères et le taux de mortalité n'étaient pas si élevés que ça. Donc ça a contribué quand même à rassurer la population. Après, bien entendu, il faut se protéger, il faut se faire vacciner. Alors évidemment, quand on est immunodéprimé, c'est plus difficile. Il faudra peut-être faire plus d'injections. Pour l'instant, c'est 2 injections comme tout le monde. On verra ce que diront les études à l'avenir. Mais en tout cas, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger, mais vivre quand même sereinement en se disant que même si on l'attrape, comme tout le monde, on aura probablement une forme qui ne sera pas extrêmement sévère, heureusement. Parce que si on s'empêche de tout, je pense que ça a plus d'inconvénients que de se protéger un maximum. On a plus à perdre à se protéger à l'extrême que finalement à vivre en se protégeant de manière normale. Ça veut dire porter le masque, éviter les contacts physiques, faire attention et se faire vacciner. Ça, c'est les bonnes consignes et c'est le bon compromis. C'est comme pour toute la population. Alors, il y a les personnes qui ont effectivement des maladies chroniques, c'est sûr qu'elles sont plus fragiles, mais comme pour toute la population, il y a un compromis entre le risque et les bénéfices. Il ne faut pas se surprotéger. Voilà, le conseil pratique, c'est ça. Il ne faut pas se surexposer ni se surprotéger. Okay. Merci, je pense que c'est un bon conseil et qu'effectivement, ça fait du bien de l'entendre. Une autre question par rapport à ce que vous disiez au déconditionnement, par rapport au déconditionnement physique pendant ces 15 mois. Je pense que beaucoup de patients atteints de sclérose en plaques ont vécu ce déconditionnement physique, ont eu beaucoup de difficultés à savoir ce qu'ils pouvaient faire finalement chez eux lorsque les kinés n'étaient pas disponibles dans un premier temps. Actuellement, les centres de rééducation restent surchargés. C'est difficile pour eux d'accéder à un certain nombre de soins dont ils ont objectivement besoin. Ça peut générer parfois de la colère sur la manière dont les choses se déroulent. Est-ce que vous auriez des conseils peut-être pratiques, alors sur la question physique, sur quoi faire finalement pour essayer de se reconditionner physiquement? Et puis par ailleurs, pour gérer aussi peut-être de la colère, du ressentiment, une forme d'injustice par rapport au fait que dans le système de santé, en tout cas certains patients le vivent comme ça, on a l'impression que toute la place est donnée à cette pandémie et que toutes les autres personnes atteintes de maladies chroniques sont moins considérées. Il peut y avoir un vécu d'abandon par rapport à tout cela. Je suis bien d'accord avec vous. En tant que psychiatre, effectivement, je ne vois que des gens qui ont des troubles psychiatriques au long cours. La plupart de ceux que je vois ont des troubles très sévères. Enfin, j'en ai vu beaucoup qui venaient pour la première fois, surtout des jeunes, des étudiants, mais même des personnes plus âgées. En tout cas, ceux qui étaient en psychiatrie, que ce soit en consultation et encore pire à l'hôpital, se sont sentis complètement abandonnés. Donc c'est exactement la même chose. Tout était effectivement pour les contaminations, pour la réanimation. Et la santé mentale n'avait pas de place. C'est pour ça qu'on s'est battu, pour que ça existe au moins un petit peu. Parce que c'était un des enjeux de l'épidémie. C'est tout le sens de cette intervention. Après, la colère, elle peut être salvatrice parce qu'elle permet de se battre. Dans le livre, j'ai fait une petite demi-page, un petit paragraphe sur Nelson Mandela, qui était en prison pendant une période extrêmement longue. Et lui, pour entretenir sa forme physique, il faisait tant d'heures d'exercice par jour, il se battait. Et en fait, chacun doit trouver ce qu'il est capable de faire en termes d'entraînement pour garder la meilleure forme possible. Ça dépend de la condition de chacun. Mais la colère peut pousser à ça et peut peut-être aider justement à faire face. En tout cas, ce qui serait bien, ce serait de ne pas se décourager face à une telle épreuve et de garder un exercice physique qui soit adapté à ce qu'on est capable de faire en se forçant un petit peu et toujours un petit peu plus. C'est ça qui va être utile. D'accord. Essayer de garder une progression. Oui. D'accord. Et puis, du coup, une dernière question qui me vient à l'esprit aussi par rapport à ce que vous disiez sur l'information, sur le fait qu'on a tous passé beaucoup plus de temps sur les écrans et peut-être beaucoup plus de temps à essayer de s'informer, à essayer de comprendre les informations parfois contradictoires dans la même journée. J'ai eu le sentiment que écouter trop d'informations pouvait être très, très anxiogène. Est-ce que vous auriez des conseils sur la manière de gérer justement son rapport à l'information pour en même temps être un minimum informé, mais en même temps que ça ne devienne pas quelque chose de trop angoissant, trop anxiogène? Et complètement. Et puis d'ailleurs, dans l'enquête qu'on a faite, et les résultats sont dans le livre, on a posé la question à la population de ce qui allait leur permettre de s'en sortir. Enfin, pensait-il dès le début du confinement. C'était les données scientifiques, c'était le soutien des proches, c'était la foi en l'avenir, c'était des choses comme ça pour 30, 40, 50% de la population. Les médias, c'était 3%, c'était un des derniers facteurs. Les gens ne comptaient pas du tout sur les médias pour s'en sortir pendant la 2e semaine de confinement.
D'accord. Parce que c'était qu'effectivement, la DGS, enfin, le directeur général de la santé qui annonçait les morts, les contaminations, etc. On était trop, finalement, au cœur de la catastrophe. En fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt aller vers des médias d'analyse, des articles un petit peu fouillés, des émissions de télévision un petit peu fouillées, mais pas être vraiment sur du brut, parce que le brut, il est angoissant, surtout quand il se répète. Donc, quand on est sur une chaîne qui a tendance à répéter, sur une chaîne d'information permanente, il faut voir un cycle, mais pas plus, ça suffit, parce que sinon, vous allez avoir les mêmes chiffres qui sont vraiment très anxiogènes. Donc, il faut contrôler en fait, son accès à l'information et aller plutôt vers des choses qui sont plus de l'analyse, et puis aussi regarder des choses pour se faire plaisir, des choses positives, quoi. Il faut trier un petit peu les émissions. En fait, il y a besoin de ça pour soi, et puis il y a besoin surtout de l'apprendre aux enfants qui, eux, sont au cœur des difficultés. Pour ceux qui ont des enfants, attention. Et eux, je pense qu'il faut les éduquer par rapport à ça, à la maison, puis l'école devrait le faire aussi, puisque maintenant, c'est tout sur les écrans. Alors, les enfants, ils sont facilement capturés avec des addictions qui se sont beaucoup développées aussi. Écoutez, je crois que je viens au bout de mes questions qui me paraissaient essentielles et de mes réactions. J'espère que ça parlera aux personnes atteintes de sclérose en plaques, j'en ai aucun doute. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci pour votre invitation, en tout cas. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Donc cet échange entre le professeur Franck, psychiatre à Lyon, et Ariane Sanchez, la psychologue du réseau Rhône-Alpes-CEP, pourra être retrouvé en replay. Nous allons leur faire suivre vos échanges et vos questions afin que les réponses puissent figurer dans une foire aux questions qu'on produira pour la totalité de la journée mondiale. Dans quelques instants vont commencer les ateliers. Je vous invite à soit vous inscrire sur connexion au pluriel cep.org si vous ne l'avez pas encore fait, et sinon à retrouver les liens de connexion dans vos emails. Ils vous ont été envoyés dans les minutes qui précèdent. Je vous souhaite une bonne continuation cet après-midi et vous retrouve tout à l'heure.